Écrire. Écrire et enseigner l'histoire. Tel a été depuis 34 ans mon métier. Il m'a amené à feuilleter beaucoup de documents d'âges divers pour y faire de mon mieux le tri du vrai et du faux. À beaucoup regarder et observer aussi, car j'ai toujours pensé qu'un historien a pour premier devoir, comme disait mon maître Pirenne, de s'intéresser à la vie. L'attention particulière que j'ai accordée dans mes travaux aux choses rurales a achevé de me convaincre que sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. À l'historien des campagnes, de bons yeux pour contempler la forme des champs ne sont pas moins indispensables qu'une certaine aptitude à déchiffrer de vieux grimoires. Ce sont ces mêmes habitudes de critique, d'observation et j'espère d'honnêteté que j'ai essayé d'appliquer à l'étude des tragiques événements dont je me suis trouvé un très modeste acteur. La profession que j'ai choisie me passe ordinairement pour des moins aventureuses, mais mon destin commun sur ce point avec celui de presque toute ma génération m'a jeté par deux fois, à 21 ans d'intervalle, hors de ces paisibles chemins. Il m'a en outre procuré, sur les différents aspects de la nation en armes, une expérience d'une étendue, je crois, assez exceptionnelle. J'ai fait deux guerres. J'ai commencé la première au mois d'août 1914 comme sergent d'infanterie, en pleine troupe par conséquent, et presque au niveau du simple soldat. Je l'ai continué successivement comme chef de section, comme officier de renseignement attaché à un état-major de régiment, enfin, avec le grade de capitaine dans les fonctions d'adjoint à mon chef de corps. Ma seconde guerre, j'en ai vécu la plus grande partie à l'autre extrémité de l'échelle, dans un état-major d'armée en relation fréquente avec le GQG. Tranchante à travers les institutions et les milieux humains, la coupe, on le voit, n'a pas manqué de variété. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance, je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer comme ici à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s'opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de métèque? Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat en 93, que mon père en 1870 servit dans Strasbourg assiégé, que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale après son annexion au Deuxième Reich, que j'ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, dont les Israélites de l'exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs. Que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m'expulser aujourd'hui, et peut-être, qui sait, y réussiront, demeurera, quoi qu'il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. Un jeune officier me disait, alors que nous devisions sur le pas d'une porte dans Malo-les-Bains, bombardés, cette guerre, cette guerre m'a appris beaucoup de choses. Celle-ci, entre autres, qu'il y a des militaires de profession qui ne seront jamais des guerriers, des civils, au contraire, qui, par nature, sont des guerriers. Et il ajoutait, je ne m'en serais, je vous l'avoue, jamais douté avant le 10 mai. Vous, vous, vous êtes un guerrier.
Ce texte, vous le trouverez bien entendu au début, c'est son livre qu'on peut le plus facilement éditer, toujours édité, très facile à trouver que oui, c'est celui qu'on peut le plus facilement se procurer en folio, L'étrange défaite. L'étrange défaite 1940. Alors, c'est pas nouveau au sein de nos sociétés. L'instrumentalisation, la récupération des géants par les nains. Et je n'en dirai pas davantage. Mais quand on est informé de l'entrée d'un historien comme Marc Bloch au Panthéon, eh bien, quand on a toujours été amené d'une manière ou d'une autre, comme votre serviteur, ne serait-ce que dans le cadre de mes projets, hein, oui, dans d'autres disciplines, quand j'ai toujours été amené pour ça, à un moment, il y avait toujours un moment où il fallait me tourner à nouveau vers l'histoire, ou quand on s'est toujours passionné pour la chose, qu'on a, comme ce fut mon cas aussi, reçu à divers degrés, à divers échelons, une formation en histoire. J'y reviens un petit peu si vous y tenez dans le courant de ce numéro, mais je n'aurai pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, qu'on ait reçu ou pas une formation en histoire, bon, voilà, qu'on y est toujours revenu d'une façon ou d'une autre, franchement, on ne peut pas rester indifférent à la mémoire, à la mémoire d'un tel homme. Oui, Marc Bloch, 1886-1944, fusillé par la milice dans le département de l'Ain. C'était quelques jours après le débarquement en Normandie, 10 jours après le débarquement, le 16 juin 1944. On l'associe bien sûr à ce qu'on appelle l'école des annales, qui donnera ce qu'on a appelé pareillement, ce qu'on a appelé aussi la nouvelle histoire, en association avec Lucien Febvre, et puis viendra Braudel, Fernand Braudel, c'est un peu, je ne sais si on peut le voir comme le maillon, hein, entre les autres. Dites-moi, le cas échéant, ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit retour pour nos funestes frettes. Non, on ne peut pas rester indifférent à l'hommage, oui, à la mémoire, à l'hommage rendu à Marc Bloch. Et vous avez entendu un extrait de son étrange défaite, et vous entendrez un extrait d'un autre bouquin de lui en clôture de ce numéro. Et je me suis dit, bon, mes amateurs, vous qui me faites la gentillesse de me suivre, nous avons repris cette semaine, voilà, la forme, le tonus, je sais, et ça doit s'entendre. C'est pas encore ça, mais ça revient tout doucement, alors on a repris, après une première interruption. Je ne demande pas, perso, de médaille pour ça, mais c'est la première fois depuis au moins 2 ans et demi, alors bon, admettons, on dira qu'on pouvait juste une fois comme ça se le permettre. Je me demandais si, oui, maintenant que, au besoin, vous avez vu dans l'hypothèse où vous n'auriez pas été au courant de la possibilité de se procurer l'étrange défaite en folio, mais franchement, ça m'étonnerait. Pourquoi ne pas retirer de ma bibliothèque 2 livres moins connus, en édition d'époque? Dans un premier temps, je vais vous montrer les caractères originaux de l'histoire rurale française, dont on nous dit dans le texte de présentation qu'il fut simultanément édité en 1931, à la fois à Oslo, en Norvège, et en France, aux belles lettres, les caractères. Et c'est une réédition oui, nous parlons d'édition d'époque, pas forcément, quand je dis ça, pas forcément d'édition originale. Vous allez voir déjà la nouvelle édition qui avait été proposée ultérieurement au décès de l'historien. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. Et là, c'était à la librairie Armand Collin.
Oui, librairie Armand Collin, je mets comme d'habitude toutes les références de nos livres dans la partie description où j'ajoute, et ça peut être dans la partie commentaires aussi. En général, je le fais dans les deux lorsque je me rends compte qu'il y a des éléments, des infos utiles, intéressantes que j'ai oubliées en cours de route. Et j'ai retiré pour vous aussi la Société féodale. Alors là, 1939, la société féodale, ça doit être, oui, là, ça doit être un original. La société féodale, les classes et le gouvernement des hommes. Marc Bloch aux éditions, un bloc là, chez Albin Michel. Et je vous lirai le texte, en clôture de ce numéro, je vous lirai le texte qui est pareillement le texte de clôture sur cet ouvrage. Je trouve que, oui, vous savez, mes fameuses résonances, je vous lirai l'idée guerrière et l'idée de contrat. Et il y aura des résonances et par rapport à nos temps présents. Et puis, je ne sais pas si je dois franchement vous faire l'affront, hein, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire du monde rural et on trouve ce qualificatif dans le titre du premier des deux vieux bouquins de lui que je vous ai montré, des deux vieilles éditions que je vous ai montrées, hein, c'était les caractères originaux de l'histoire rurale française. Dois-je vraiment vous faire l'insulte de préciser que, oui, là, franchement, c'est plus que, oui, rural, plus que jamais d'actualité. Sans aller plus loin, on va s'accorder, si vous le voulez bien, avant notre texte de clôture, cet intermède. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois. L'histoire sur YouTube, je vous dis, autant que faire se peut, fouillez. Oui, fouillez, hein. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que YouTube, en dehors de mes modestes prestations hebdomadaires de mon hebdo, moins j'y viens, mieux je me sens, hein, mis à part quelques amis qui ont pour de vrai, je dois dire, l'art de me détendre, de me, de me divertir. C'est vrai, mais en dehors de ça, moins j'y viens et mieux je me sens. YouTube. Et alors l'histoire sur YouTube, fouillée, même si, là, de même, pour être honnête, je dois admettre que de temps en temps, ça m'arrive de tomber sur des intervenants qui retiennent mon attention, dont j'aime assez le taf. C'est arrivé encore il y a quelques jours, je suis tombé sur un jeune homme qui, contrairement à votre serviteur, lui, doit être historien de formation, filière universitaire, hein, entendez. Et oui, il faut pas déconner, hein, s'il y en a qui ont envie de monter sur leurs grands chevaux, pour ça, vous savez, je pourrais vous citer des tas de gens admirables qui ont écrit des livres franchement remarquables sur l'histoire, autour de l'histoire, mais ici, aujourd'hui, nous parlons de la qualité d'historien, hein, j'essaie d'envisager, oui, sur le plan scientifique. Et là, ce jeune homme, historien de formation, sa chaîne, ça doit s'appeler Histoire appliquée. Et, il parlait de Gladiator 2, à ce que j'ai pu comprendre. Il consacre des numéros pour savoir si tel film basé sur l'histoire ou qu'on peut présenter carrément comme des films historiques valent réellement le détour et pourquoi. Et là, j'ai suivi jusqu'au bout. Fort bien fait. Un jeune homme qui présente avec son chat. Voilà, je le salue au passage. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir d'autres numéros de lui, mais en tout cas, celui-là m'a beaucoup plu. Je vous le recommande sur la chaîne Histoire appliquée. Gladiator 2, mes amis passionnés de cinéma. Donc tout ça pour vous dire que oui, de temps en temps, je peux tomber tout de même sur des vidéos franchement bien en matière d'histoire. Mais
C'est je ne passe pas mes jours et mes nuits, des comme ça, vous l'avez compris, à les traquer. Ce n'est pas et ce ne sera jamais, ça ne risque plus de l'être, comprenez ma grande passion, hein. Mais ça peut m'arriver, oui, vous l'avez saisi, Gladiator 2. Mes camarades ici, mes amis passionnés de cinéma ont pas mal débattu du dernier film de Ridley Scott. Il ne m'a pas encore été donné de le voir et je me suis demandé si, sur le coup, dans notre intermède, oui, dans cet intermède, pourquoi ne pas vous montrer, un petit rappel, quelques rappels, peut-être que vous les connaissez, oui, peut-être les connaissez-vous, ces livres, alors ça fera office pour vous de rappel, bien sûr. Pourquoi ne pas vous montrer quelques livres, sur la romantique, ou assez en parallèle, je dirais, avec, l'histoire de la romantique. Vous allez comprendre pourquoi je dis assez en parallèle, hein, mais liés, d'une manière ou d'une autre, liés. Alors on peut commencer avec celui-ci qui était sorti, que j'avais franchement adoré, hein, ce n'est pas de l'histoire bataille, hein, mais ce qui a pu se produire en l'espace d'un siècle, hein, ici de 1418 à 507, l'histoire du royaume wisigoth d'Occitanie. Oui, l'histoire de ce royaume avec ses souverains, ses théodoriques notamment, ce qu'ils ont pu apporter dans cette partie de la France, ce qu'ils ont conservé de l'héritage antique, de l'héritage gallo-romain, ce qu'ils ont modifié. On n'hésite pas à parler chez nos amis hexagonaux. Pardonnez-moi, on n'hésite pas à parler chez nos amis hexagonaux du premier âge d'or de l'Occitanie, hein. Oui, j'avais vraiment bien aimé. Je vous le montre. Le royaume wisigoth, un livre de Joël Schmitt, le royaume wisigoth d'Occitanie. C'était un Tempus, oui, la collection de poches de livres d'histoire de cette maison spécialisée, depuis toujours, je crois, à l'histoire. Donc le royaume wisigoth, d'Occitanie, 1418, 507, il s'étendait de Poitiers jusqu'à Narbonne, et de Toulouse, jusqu'à Clermont-Ferrand, à une époque où les Romains, les légions romaines proprement dites, n'étaient plus en mesure d'assurer la défense de cette partie des Gaules. Et c'est passionnant. Si vous avez envie déjà, hein, on faisait allusion à Gladiator 2 et j'y reviens encore après. Hein, si vous avez envie d'apprendre par cœur, hein, au fil de votre lecture, la liste des empereurs romains les plus obscurs, ceux qu'on connaît pas très bien et qui n'ont, pour la plupart, n'ont pas régné très longtemps, qui se sont suivis comme ça, dans ce qui fut le dernier siècle d'existence de l'Empire romain d'Occident. Alors là, en cours de lecture, c'est assuré, pour ça, et pour plein de raisons, franchement. Hein, je pense que j'en ai dit assez. Je l'espère pour ce qui est de vous motiver, le royaume wisigoth d'Occitanie. Et je me suis demandé, de même si je pense que c'est la première fois celui-là dans notre magazine. En 2011 paraissait le premier livre de Johann Chapoutot. Alors pourquoi oui, un petit rappel, le cas échéant aussi, le nazisme et l'Antiquité, de Johann, et là c'est toujours disponible chez PUF, Presse universitaire de France. Je pense que ce fut oui, son travail son TFE, oui, son travail de fin d'études qui a ensuite été édité. Vous en avez pour quelques belles heures de lecture. Et en couverture, un film qui s'appelle De Leni Riefenstahl, hein, Les dieux du stade, qui était sous-titré Les dieux du stade, la fête des peuples. Oui, film de Leni Riefenstahl, 1938, en couverture de ce nazisme et l'Antiquité. Ça m'a amené et revoir le bouquin, de reparcourir un peu le bouquin de Johann.
de monsieur Chapoutot, du docteur, Chapoutot. Ça m'a rappelé la dernière fois où, j'avais croisé un éminent médiéviste belge. Je ne donnerai pas son nom, n'ayant pas l'assurance que ça pourrait le ravir de rapporter son appréciation. Déjà, j'ai très envie de dire à titre personnel, hein, et montez sur vos grands chevaux, là aussi, hein, ne vous retenez pas, du moment que ça reste courtois dans la formulation. Comme dirait un de mes homologues, un de mes camarades sur cette plateforme, qui lui traite de cinéma, c'est un autre Fred, oui, celui de d'Étoile. Il dit souvent ça: «Vous pouvez réagir négativement du moment que ça reste courtois, hein. Alors le cas échéant, n'hésitez pas». Et tout ça pour oui, pour comment ça se fait? Comment ça se fait en matière d'histoire? J'ai ce qu'on appelle un titre chez nous d'AESI, agrégation de l'enseignement secondaire inférieur. Je ne sais pas comment on dit chez vous, en France, dans d'autres, contrées, je ne sais trop. Un cycle de 3 ans permettant d'enseigner l'histoire dans les 3 premières années de l'enseignement secondaire. Et je me demande comment on a pu me délivrer ce titre, alors que j'ai seulement découvert, je n'en avais jamais entendu parler, jusque-là. Alors qu'on ne m'avait manifestement jamais parlé de Marc Bloch, hein. J'ai entendu pour la première fois, je ne vous le cache pas, en toute honnêteté, là encore, oui, je devais avoir 38 ans, quand, j'ai entendu prononcer pour la première fois, et fatalement, immanquablement, ça m'a donné envie, d'en savoir plus, et partant que le lire, mieux encore de le lire, mais j'avais déjà 38 ans quand j'ai découvert son existence, et quand dans la foulée on m'a appris, j'ai découvert par moi-même, par mes propres investigations, ce qu'était la nouvelle histoire, ce qu'était l'école des annales. Comment peut-on, dans de telles conditions, vous délivrer un titre, d'enseignant en histoire? Je ne sais trop, mais et pour revenir à notre éminent médiéviste belge, de la même province, que votre serviteur, ennuyé, hein, et je pense qu'à partir d'un moment dans sa carrière, il a mais bien précisé, qu'il s'était spécialisé dans l'histoire, par extension dans l'histoire de notre province, de Hainaut. Et la dernière fois, nous étions dans une grande bouquinerie à la capitale, à Bruxelles, chez nous, et je n'irai pas jusqu'à dire, qu'il se montrait dépité, mais s'il l'était pas, alors il y avait quelque chose de ça quant à l'avenir de sa discipline, quant à l'avenir de sa profession, hein. Sur le champ scientifique, il me rapportait qu'il n'y avait pas de relève en histoire, il n'y avait, plus rien pour ce qui était d'avoir un plan, un projet concret, une réelle motivation pour ce qui était d'aller dans ce sens au sein de la discipline. Voilà ce qu'il m'avait rapporté, et de fil en aiguille, avec le livre de Chapoutot, du coup, je me suis dit: «Ben oui, un gars, heu, un gars comme Johann Chapoutot qui analyse, réanalyse le NS, comme il le fait, qui lui s'est spécialisé là-dedans». Dès le début, dès son TFE, qui réanalyse, le NS, je dis NS parce que si on dit autre chose, il paraît qu'on est directement, pas striké, mais invisibilisé, et ça doit être une exception, un gars comme lui, assurément, oui. Voilà, je tenais à vous montrer ces 2 là, et en littérature aussi. Au besoin, si je peux susciter, et j'en serais ravi, si ça vous branche, si ça vous attire des films, et ce n'est certainement pas un reproche, hein, si ça vous attire, si vous prenez votre pied avec des films, comme Gladiator 1, 2, et jusqu'où vous voulez, mais que vous vous sentez aussi dispo, pour lire des livres apportant un éclairage différent des romans, ici des ouvrages de littérature,
des romans traitant des empereurs romains, plus précisément, pour avoir une approche différente de la Rome antique et de 2 de ces empereurs. Alors là, j'ai retiré, oui, j'ai encore retiré 2 bouquins consacrés à je serais ravi si au besoin, j'aurais réussi à vous la procurer, l'envie. J'ai retiré encore, les 2 autres de ma bibliothèque. Ce sont des romans et les empereurs en question, Héliogabale et Julien. Héliogabale, alors là, c'est pas difficile. Directement après, Marsin et son fiston qui sont venus tout de suite après, les 2 qu'on voit dans, Caracalla-Ghetto, qu'on voit dans, oui, qui sont caricaturés, on dira ça, dans Gladiator 2. J'ai vu des images tout de même, si j'ai pas vu le film, j'ai vu le trailer, notamment, on va plutôt dire ça. Oui, juste après, il est arrivé pour ainsi dire, peu de temps après les 2 de Gladiator 2 et Heliogabalus, après l'élimination de Marsin et de son fiston, l'empereur Héliogabale, qui inspira cette toile. Si vous ne la connaissez pas, convoquée en moteur de recherche, on ne mettra pas ça en non-lu aujourd'hui, mais pour un autre numéro. Et c'est que j'aimerais bien vous consacrer dans 15 jours au mieux. Je ne vous promets rien, mais j'aimerais bien dans 15 jours ce numéro sur ces 2 bouquins vous le présenter. Et le tableau que je vous recommande, Sir Alma Tadema, peintre néerlandais installé en Angleterre à partir d'un moment, Les Roses d'Héliogabale. Oui, et le bouquin, il est d'Antonin Artaud, hein, mais je vais vous montrer les 2 bouquins en suivant. Alors le premier sur Héliogabale, qui a régné un peu moins de 4 ans, de 14. Oui, il avait un peu moins de 15 ans à son arrivée sur le trône et pas même 19 à sa mort. Héliogabale et l'autre, c'est l'empereur Julien, surnommé Julien l'Apostat, qui en 355. Donc pour Héliogabale, c'est le siècle des films Gladiator, le deuxième siècle de notre ère, et dans les années 300 de notre ère, c'est le quatrième siècle pour Julien. Julien il a dû attendre un petit moment, hein, il a d'abord été César dans les Gaules, quelques années, César dans les Gaules, et puis il a été à proprement parler empereur de Rome 1 an et 7 mois. Pas davantage, mais oui, 1 an et 7 mois, mais c'est pourtant l'un des empereurs qui auront le plus fait couler d'encre, si pas chez les historiens scientifiques, professionnels, chez les auteurs en général, et partant dans la littérature, Julien Laposta. Alors, j'ai déjà donné le nom de l'auteur de celui sur Héliogabale, c'est l'Héliogabale d'Antonin Artaud, disponible à l'Imaginaire. L'Imaginaire, c'est à la Nouvelle Revue Française, la NRF. Permettez, je regarde où. Ici, j'ai posé Héliogabale. Avec Antonin, c'est Héliogabale ou l'anarchiste couronné, hein. On l'a surnommé le divin Héliogabale. Et avec ce fameux premier chapitre du livre d'Artaud qui s'intitule Le berceau de sperme, hein. Oui, dans 15 jours, j'espère pouvoir vous concocter ce numéro sur Héliogabale d'Antonin Artaud. Et le suivant, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est un de mes auteurs d'expression française favori, André Fréniaux. André Fréniaux, en 1952, avait publié ceci sur Julien, le songe de l'empereur Julien l'Apostat. Édité, celui-là, c'est une édition originale. Ça m'a été très difficile d'arriver à mettre la main dessus, hein. 1952, Le songe de l'empereur d'André Fréniaux, qui avait écrit quelques années plus tôt un autre livre tout aussi remarquable et remarqué.
sur Louis II de Bavière. Le livre de raison d'un roi fou, ici, ce n'est pas le livre de raison d'un roi fou, c'est le songe hum, de cet empereur qui avait voulu, en plein quatrième siècle de notre ère, renouer avec le paganisme, restaurer le paganisme à Rome. Alors, j'espère vous donner envie de les lire, hein, et je vous inviterai malgré tout, si je vous ai donné l'envie de partir en chasse de ces deux-là, de conserver dans l'ensemble une certaine distance critique par rapport au culte qui, dans notre monde contemporain, oui, des cultes qu'on a pu vouer à l'un et l'autre. Oui, je vous inviterai au besoin encore à une certaine vigilance critique par rapport à ça. Et c'est que je ne vais, corrigez-moi encore au besoin, je ne vais peut-être pas le rapporter avec les mots qu'il avait dans les termes exacts, mais au sujet de Marc Bloch. Voilà. Avant de vous lire le texte de clôture, on m'a toujours raconté que durant la Seconde Guerre mondiale, à ses codétenus, à ceux qui partageaient alors sa captivité, il revenait. Il y avait toujours un moment où, avec eux, il essayait de leur expliquer, il revenait sur sa conception de l'histoire, sur cette façon dont, pour ceux qui étaient, allaient savoir, de relativiser, entre guillemets, de relativiser l'âpreté de leurs conditions, l'âpreté de ce qu'ils étaient alors en train de vivre, de ce à quoi ils étaient astreints. Et il aimait bien leur rappeler, par rapport à sa conception de l'histoire, à quel point, somme toute, nous n'étions au sein de ces fameuses structures historiques, à quel point nous n'étions, oui, à quel point nous n'étions que des sommes d'influence, depuis la nuit des temps, des sommes d'influence et de reflets. Alors ne fallait-il pas, au bout d'un moment, se poser la question, euh, ne serait-ce pas présomptueux de poser, d'envisager, de nous poser en individualité, en individu, hein? Oui, il y en a, ça donnera encore à d'autres envie je sens, il y en a, ça leur donnera envie de monter sur leurs grands chevaux et par rapport à la vulgate historique, sur YouTube et par rapport, tant qu'à faire, par rapport à l'esprit YouTube en général, vous savez à quel point ça se la pète, hein, ce qui me rend toujours plus allergique, mais bon, voilà, si vous êtes partant, on va continuer notre petit bonhomme de chemin sur cette plateforme pour ce qui est de venir vous parler de mes bouquins. Oui, je suis sûr, oui, donc oui, qu'ils y montent sur leurs grands chevaux et je suis sûr qu'ils savaient, quand quand il leur parlait, en tant qu'enseignant, il devait être plus brillant que avec les mots qui devaient être les siens. Pour leur expliquer, il devait être assurément, comme enseignant, plus brillant que jamais. Et je tiens à dédier ce numéro. Bon, moi, si j'ai enseigné en, en dehors des stages, du temps de ma formation, si j'ai été amené socio-professionnellement à donner au total, je ne suis pas sûr d'avoir enseigné 2 heures d'histoire, d'avoir donné 2 heures d'histoire de cours au total dans ma vie. Non, franchement, mais je tiens en revanche à saluer toutes les personnes qui, quel que soit leur niveau de formation, enseignent à cette branche au quotidien. Ce numéro leur est bien entendu dédié. Et nous allons maintenant, pour clôturer, nous retournons dans le livre sur la féodalité de Marc Bloch, qui est ici. Permettez 2 petites secondes. Oui, tout est impeccablement rangé lorsque nous démarrons, et puis c'est la débandade en cours de route. Nos légions de bouquins se retrouvent mises à mal, bien dispersées. Oui, pour sûr. La société féodale. Voici, si vous êtes d'accord de rester encore en notre compagnie quelques instants, le
Chapitre de clôture qu'avait rédigé Marc Bloch. L'idée guerrière et l'idée de contrat. Merci à vous de m'avoir suivi et rendez-vous dans une petite semaine. L'idée guerrière et l'idée de contrat. Aux sociétés qui la suivirent, l'ère féodale avait légué la chevalerie, cristallisée en noblesse. De cette origine, la classe dominante garda l'orgueil de sa vocation militaire, qui symbolisait le droit au port de l'épée. Elle s'y attacha avec une force particulière, là où, comme en France, elle en tirait la justification de précieux avantages fiscaux. Les nobles ne doivent pas payer la taille, expose vers 1380 deux écuyers de Varennes en Argonne, car par la noblesse, les nobles sont astreints d'exposer leur corps et chevant cesse guère. Sous l'Ancien Régime, la noblesse de veille, pardonnez-moi, la noblesse de vieille extraction, par opposition à l'aristocratie des offices, persistait à se dire noblesse d'épée. Jusque dans nos sociétés où se faire tuer pour son pays a totalement cessé d'être le monopole d'une classe ou d'un métier, le tenace sentiment d'une sorte de suprématie morale liée à la fonction du guerrier professionnel, parti pris si étranger à d'autres civilisations telles que la chinoise, demeure comme un souvenir du partage opéré vers le début des temps féodaux entre le rustre et le chevalier. L'hommage vassalique était un vrai contrat et bilatéral. Le seigneur, s'il manquait à ses engagements, perdait ses droits. Transporté comme il était inévitable dans le domaine politique, puisque les principaux sujets du roi étaient en même temps ses vassaux, rejointe d'ailleurs sur ce terrain par les très antiques représentations qui, tenant le chef du peuple pour mystiquement responsable du bien-être de ses sujets, le vouait en châtiment en cas de malheur public, cette idée devait exercer une influence profonde. D'autant que ces vieux courants se trouvèrent ici s'unir à une autre source de pensée, née dans l'Église, de la protestation grégorienne contre le mythe de la royauté surnaturelle et sacrée. Ce furent les écrivains de ce groupe essentiellement religieux qui exprimèrent les premiers, avec une force longtemps inégalée, la notion d'un contrat liant le souverain à son peuple, comme le porcher au maître qui l'emploie, écrivait vers 1080 un moine alsacien. Propos dont le sens apparaît encore plus plein une fois mis en regard du cri indigné d'un partisan, cependant assez modéré, de la monarchie. Un oin du seigneur ne saurait pourtant être révoqué comme un maire de village. Mais ces doctrinaires du clergé eux-mêmes ne manquaient pas d'invoquer parmi les justifications de la déchéance à laquelle ils condamnaient le mauvais prince, le droit, universellement reconnu au vassal, d'abandonner le mauvais seigneur. Surtout, le passage à l'action vient des milieux de vassaux sous l'influence des institutions qui avaient formé leur mentalité. En ce sens, il y avait dans tant de révoltes qui, au premier abord, ne paraissent que désordre, un principe fécond. L'homme peut résister à son roi et à son juge quand celui-ci agit contre le droit et même aider à lui faire la guerre. Par là, il ne viole pas le devoir de fidélité. Ainsi parle le miroir des Saxons, déjà en germe dans les serments de Strasbourg de 843 et dans le pacte conclu en 856 par Charles le Chauve. Avec ses grands, ce fameux droit de résistance retentit au XIIIe et XIVe siècle d'un bout à l'autre du monde occidental dans une foule de textes issus pour la plupart tantôt de la réaction nobiliaire, tantôt de l'égoïsme des bourgeoisies, et pourtant gros d'avenir. Grande charte anglaise de 1900, grande charte anglaise, pardon, de 1002, on va y arriver, de
1215, bulle d'or hongroise de 1222, coutumier du royaume de Jérusalem, privilège de la noblesse brandebourgeoise, acte d'union aragonais de 1287, charte brabançonne de Kortenberg, statut delphinal de 1341, déclaration en 1356 des communes du Languedoc. Ce ne fut point hasard, assurément, si le régime représentatif, sous la forme très aristocratique du Parlement anglais, des États français, des stands de l'Allemagne et des Cortes espagnols, naquit dans des États qui se dégageaient à peine du stade féodal et en subissaient encore l'empreinte. Si, par ailleurs, dans le Japon, où la soumission vassalique était beaucoup plus unilatérale et qui, du reste, laissait le divin pouvoir de l'empereur en dehors de l'édifice des hommages, rien de pareil ne sortit d'un régime pourtant à tant d'égards très voisin de notre féodalité. Dans cet accent, mais sur l'idée d'une convention capable de lier les pouvoirs, réside l'originalité de notre féodalité à nous. Par là, si dur aux petits qu'ait été ce régime, il a véritablement légué à nos civilisations quelque chose dont nous souhaitons vivre encore. Merci à vous et encore salut à Monsieur Marc Bloch.